Bonjour. Alors, correction du sujet que je vous avais donné à faire en géographie pour illustrer le chapitre sur les systèmes productifs. Donc, vous aviez à faire un travail sur le gene et en quoi était-il révélateur d'un système productif mondialisé. Alors, on vous donnait comme consigne d'analyser le document ci-dessous, hein, celui-ci là que vous avez sous les yeux, montrant notamment la fabrication du jean, et de montrer qu'il illustrait l'intitulé du sujet, donc le jean révélateur d'un système productif mondialisé, et de vous interroger en particulier sur la nature des acteurs évoqués dans ce document et leurs différentes stratégies. Et on vous dit enfin que vous pouvez vous interroger aussi sur les intentions des auteurs de ce document. Alors, on vous donnait également comme conseil de rédaction, donc pour éviter la paraphrase, hein, de juste vous contenter de soit recopier le document, soit juste reformuler avec vos propres mots le document, de rédiger votre réponse en utilisant des connaissances précises tirées du cours, ou pas, mais c'est mieux de sortir du cours, de servir pardon, du cours, et notamment d'utiliser un vocabulaire spécifique à la géographie, donc avec les mots qu'on vous donnait en exemple, FTN, DIPP, chaîne de valeur, etc., empreinte écologique, pollution, flux, avantages comparatifs. Ce sont des termes que dans une copie de géographie sur l'évolution des systèmes productifs mondiaux qu'on a envie de retrouver, bien évidemment, pour vous montrer pour que vous montriez que vous maîtrisez le vocabulaire géographique de la même façon que si vous avez un sujet d'histoire, on attend de vous que vous maîtrisiez une chronologie ainsi qu'un vocabulaire historique. Alors, vous savez, quand vous avez une analyse de document, hein, il faut commencer par une courte introduction. Évidemment, vous allez définir des termes importants, comme le terme, par exemple, mondialisation, essayer de la contextualiser. Donc, moi, j'ai commencé à dire que la mondialisation ne cessait de se développer depuis 30 ans, hein, on estime depuis 1990 à peu près. Qu'est-ce que c'est la mondialisation? C'est la mise en relation, donc en réseau des territoires pour la circulation des produits, mais aussi des hommes, des capitaux, donc des sommes d'argent, mais aussi des idées. Plus qu'on va parler des jeans, le jean c'est un produit mondialisé, donc qu'est-ce qu'un produit mondialisé? C'est un bien dont les étapes de conception et de distribution se font dans un lieu, par exemple les États-Unis, hein, la distribution, la vente se fait aux États-Unis, la conception, c'est-à-dire ceux qui imaginent le style de produit, se font aux États-Unis. Par contre, les étapes d'assemblage, c'est-à-dire assembler les différentes pièces et d'acheminement, le transport, se font depuis un autre espace que les États-Unis. Cependant, ben, ces territoires sont interconnectés entre eux. Donc, à l'étude des documents qui vous étaient présentés sur la fiche d'activité, on peut se demander en quoi le gene est-il révélateur d'un système productif mondialisé. Et donc, pour répondre à cette interrogation, on va essayer de montrer que le gene illustre bien l'intitulé du sujet, puis de s'interroger en particulier sur la nature des acteurs qui sont évoqués dans le document, ainsi que leur stratégie, et voir également quelles sont les conséquences de ces stratégies, euh, et voir au passage donc les intentions des auteurs de ce document. Oui, donc il va falloir se servir de ce document hein, pour prélever les informations et pour répondre donc aux questions qu'on vous pose dans la consigne. Évidemment, comme on vous dit, il ne s'agit pas de faire de la paraphrase et puis il faut essayer d'organiser un peu vos propos sans oublier de faire un peu une petite conclusion sur la portée du document et notamment donc le message que veulent faire passer les autres. Alors le jean, c'est un révélateur d'un système productif qui est dit mondialisé, car lorsque vous regardez le document, tous les éléments qui constituent un jean proviennent de lieux différents. En effet, fabriquer un jean nécessite beaucoup de matières premières que les FTN, c'est-à-dire les firmes transnationales, comme ici Levi's, qui est une firme transnationale états-unienne. Ces FTN, un pays comme les États-Unis ne possède pas forcément, toujours en quantité suffisante et au prix le plus intéressant, ces matières premières. Ainsi, quand vous regardez le document, ben, pour faire un jean, on vous dit à gauche, eh bien, il faut des rivets en zinc qui sont faits en Australie, une fermeture éclair qui vient du Japon, de la pierre ponce de Turquie pour le délavage, du coton, surtout produit en Inde, en Chine, mais aussi aux États-Unis, de la teinture bleu indigo synthétisée en Allemagne, des produits chimiques pour vieillir la toile de façon prématurée, donner une impression de vieux, comme c'est fait en Tunisie. On vous dit également dans l'encart de droite, ici, que les jeans sont fabriqués en Asie du Sud et de l'Est, mais aussi dans les pays en développement, proches des gros centres de consommation, comme la Tunisie, le Mexique. En bas, ici, on vous dit que si le siège social de Lévi-Strauss est donc à San Francisco, aux États-Unis, les usines se situent en Chine, au Mexique, au Bangladesh, en Éthiopie.
Et enfin, ici, on vous dit qu'un jean fait 1,5 fois le tour de la planète, soit 65 000 km avant d'arriver en magasin. Donc en fait, quand on regarde ce document, ce sont près d'une dizaine de pays qui interviennent dans une étape ou une autre de sa fabrication. Et ces pays sont situés en fait sur les 5 continents. Vous avez autant de pays américains, européens, africains, asiatiques. Bon, évidemment, le seul continent qui n'est pas concerné, vous vous en doutez bien, c'est l'Antarctique. Hein. Mis à part des manchots, on n'y trouve pas grand-chose. Quelques scientifiques. Donc on peut bien dire, pour répondre au sujet, que c'est bien un produit mondialisé. Et même si Levi's, vous le savez, c'est une marque américaine dont son siège est à San Francisco, ce n'est pas pour autant un produit made in USA, même si ça va être marqué hein, sur le jean à la fin, mais c'est plutôt un pays, comme le disent les auteurs, made in world, car il vient du monde entier. Et comme je vous le disais, hein, comme il est indiqué sur le document, c'est un produit quand même qui réalise 65 000 km en moyenne avant d'arriver en magasin. Bon, c'est pas le jean final évidemment qui fait 65 000 km, c'est pour que l'ensemble des produits soient acheminés à bonne destination. Alors Levi's, le principal fabricant mondial, c'est une firme transnationale, hein, vous connaissez hein, depuis le collège, hein, ce qu'on abrège par les trois lettres F, T, N, car ben, elle possède un siège social qui est un lieu de commandement, de décision, là où on prend les décisions, là où on décide de la mode, on va trouver les stylistes, etc., qui vont décider des nouvelles tendances, des nouvelles modes, donc on va faire les plans, et son siège social est à San Francisco, en Californie, aux États-Unis. Mais chaque produit, vous avez bien compris, est conçu hors du territoire du siège social, c'est-à-dire hors des États-Unis, par le biais de ce qu'on appelle des sous-traitants, qui sont présents dans des usines en Chine, au Mexique, au Bangladesh, en Éthiopie, mais aussi ailleurs. Tout au long de ces étapes de conception, qu'on aille tout au long des étapes, qu'on aille de la conception à la vente, en passant par l'assemblage des pièces, mais aussi la confection et le transport, eh bien, la chaîne de valeur du produit va se renforcer. Vous saviez, vous avez travaillé sur la chaîne de valeur d'un produit hein, dans le cours de géo. Eh bien, pour le jean, c'est exactement la même chose. Il y a une chaîne de valeur depuis la conception jusqu'à la distribution dans les points de vente à l'arrivée. Eh bien, le produit va prendre de plus en plus de valeur, ce qui fait que le jean, en termes de coût de production à l'origine, ça va être quelques euros. Et puis, vous allez le retrouver dans votre magasin à 70, 80, 100 euros. C'est la chaîne de valeur du produit qui s'est renforcée tout au long des différentes étapes. Et évidemment, l'objectif des industriels, l'objectif de ces grandes firmes transnationales, c'est de limiter au maximum le coût des étapes de fabrication, d'assemblage, pour avoir la marge la plus importante possible. Donc cette firme profite de ce qu'on appelle la division internationale du processus productif, qui est abrégée par les 4 lettres DIPP. C'est un phénomène qui consiste donc à décomposer la fabrication des diverses pièces d'un produit dans des pays en fonction des avantages comparatifs qu'offrent entre autres leur fiscalité, leurs lois plus souples que le pays où se trouve le siège social, ici les États-Unis. Ils offrent aussi et surtout une main-d'œuvre bon marché, et on les trouve principalement ces pays, ce sont des pays du Sud, donc surtout des pays émergents comme la Chine, l'Inde et le Mexique, mais aussi des pays qui appartenaient auparavant aux pays en développement ou aux pays moins avancés comme l'Éthiopie. Donc chaque jean, au total 2,3 milliards pour Levi's, est vendu dans de nombreux pays plus ou moins développés, plus ou moins riches. Ce sont ce qu'on appelle les lieux de diffusion. Ce sont surtout les pays du Nord qui, évidemment, constituent les plus gros marchés de consommateurs. Et les usines sont d'ailleurs bien souvent installées dans des pays voisins qui bénéficient d'avantages comparatifs notables, mais qui ne sont pas très loin des principaux marchés de consommation, pour limiter le coût du transport, par exemple. Ainsi, les principales usines pour le marché européen, vous les trouvez en Tunisie, donc il y a juste la mer Méditerranée à traverser, c'est rapide. Pour le marché américain, elles sont au Mexique, hein, le pays préféré de Donald Trump. Et enfin, elles se situent en Chine et au Bangladesh pour tout ce qui est l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est. Donc ces nombreux flux qu'entraîne la fabrication et la vente de ce produit, le jean donc, ce sont principalement des flux de transport maritime, mais aussi aérien et puis enfin terrestre, hein, quand le produit arrive par exemple au port du Havre, eh bien, il va être transporté par des camions pour aller à destination des magasins où il va être distribué. Donc ces flux, ils impliquent une consommation évidemment de pétrole, donc de carburant, et évidemment des émissions de gaz à effet de serre qui ont des conséquences environnementales désastreuses à court et à moyen terme.
Et comme l'indique le document, l'impact environnemental du gin est donc loin d'être négligeable, puisque par exemple il est constitué de coton et que cette plante est très gourmande en eau. On considère qu'il faut à peu près 5000 litres d'eau, c'est-à-dire 5 mètres cubes, par kilo de coton produit. C'est une plante également très gourmande en pesticides, puisqu'elle représente à elle seule 24% des pesticides mondiaux qui sont utilisés dans l'agriculture. Et il faut la traiter de nombreuses fois tous les jours. Donc évidemment, il y a des conséquences environnementales qui sont dramatiques dans un contexte en plus de pression de plus en plus accrue sur la ressource en eau douce disponible, hein, avec la hausse de la population, le changement climatique. Eh bien, si vous avez en plus de l'eau douce qui est utilisée pour l'agriculture, voire qui est polluée, ça va entraîner encore une fois une raréfaction de la ressource. Alors, on a l'exemple tristement célèbre de la disparition de la mer d'Aral, par exemple, en Asie centrale, qui a été provoquée par l'irrigation des champs de coton dans une zone aride en Ouzbékistan. On a détourné l'eau des deux fleuves qui arrivaient dans cette mer d'Aral, et du coup, ben, comme elle est située dans une zone où il fait extrêmement chaud, eh bien l'eau s'est évaporée, n'étant plus alimentée, et aujourd'hui la mer est réduite à l'état de peau de chagrin, que vous pouvez voir sur l'image ci-dessous. Alors, vous connaissez certainement, hein, cette image assez saisissante d'un bateau de pêche en plein milieu du désert. On se demande toujours ce qu'il fait là. Ben, c'est juste qu'auparavant, il y avait la mer, d'où les traces blanches d'ailleurs de sel. Et quand je dis auparavant, il y a à peine quelques dizaines. Et puis pour illustrer la disparition de cette mer, eh bien, vous avez une chronologie de 1973 à 2009. Donc c'est très rapide, hein, c'est à peine une quarantaine d'années. Eh bien, vous voyez la disparition progressive de cette mer qui était jadis alimentée par deux fleuves dont l'eau a été détournée pour fabriquer du coton. Donc on vient de le voir, hein, les conséquences environnementales sont donc dramatiques, je vous disais. Donc pression accrue sur la ressource en eau, et notamment en eau douce, hein, puisque pour faire pousser les plantes, il faut de l'eau douce. Or, vous savez que nous aussi, nous avons besoin d'eau douce. Donc forcément, ça provoque une plus forte tension sur la ressource. Et l'utilisation des pesticides a des conséquences, elles aussi dramatiques sur les sols, les eaux souterraines et les populations, puisque ça provoque des pollutions, des maladies, des cancers en tout genre. Donc on peut dire que l'empreinte écologique de la production du gin est donc largement négative. Et ça aussi, c'est quelque chose que veulent mettre en évidence les auteurs de ce document. Donc montrer que c'est un produit mondialisé, mais aussi montrer que c'est un produit qui a des conséquences très négatives sur l'environnement et sur les sociétés qui sont touchées par ce produit de près ou de loin. Donc les auteurs de ce document, pour conclure, ont donc pour l'intention de souligner, et ils démontrent avec efficacité, hein, que le gin est un produit mondialisé, je pense que vous l'avez compris. Les firmes transnationales, à l'image de Levis, sont en quête constante des pays offrant les meilleurs avantages comparatifs. Donc c'est la division internationale du processus productif, hein, la DIPP, qui se fait bien souvent, on l'a vu, sans tenir compte des conséquences sociales et environnementales négatives, qui peuvent parfois être dramatiques, comme il s'est passé il y a quelques années, là 3-4 ans, l'effondrement d'un immeuble de conception textile au Bangladesh, dont on avait beaucoup parlé dans les informations parce que ça a fait plusieurs centaines de victimes. C'était des ouvrières du textile qui travaillaient pour H&M, Zara, Levi's, etc., qui étaient là pour assembler donc des vêtements que vous trouvez très bon marché dans vos boutiques en Europe. Mais les ouvrières, elles, travaillent dans des conditions dramatiques, sont sous-payées, ont des journées extrêmement longues qui vous rappelleraient les ouvrières du textile pendant la révolution industrielle en France. Donc la mondialisation est ici mise en question par les auteurs et la pandémie mondiale justement que nous sommes en train de vivre avec le Covid-19 rend ces questions d'autant plus brûlantes d'actualité. Pourrons-nous ou devrons-nous continuer la mondialisation, ce processus qui est enclenché depuis une trentaine d'années, ou alors faudra-t-il peut-être relocaliser certaines entreprises, moins consommer des produits de proximité, de meilleure qualité. Voilà, toutes ces questions sont un peu ouvertes et feront l'objet certainement de débats dans les mois, les années qui viennent. Euh, et ces débats seront, je vous dis, d'autant plus d'actualité que la pandémie que nous vivons nous amène à nous interroger urgemment sur ces questions. Voilà pour ce qui est de la correction.